Bien, bonjour à toutes et à tous. Chère Madame Chantal Marie-Jnissen, Madame la chef d'unité, Mesdames et Messieurs, d'abord, moi, je vous remercie de m'avoir invité à ouvrir cette journée sur les CDN et les forêts. Je crois que c'est très important de faire vraiment le bilan de nos progrès sans se voiler la face, de faire l'inventaire un peu des perspectives qui s'offrent à nous. Je crois que ça me paraît, et c'est essentiel, après les tragiques événements, surtout ceux bien sûr d'Amazonie de cet été, mais pas que. Et il faut avoir cette approche lucide, et je sais que c'est exactement cette approche-là que vous avez, et que vous continuez de pousser, et ça me semble absolument essentiel. Et à ce titre-là, donc, je voulais vous remercier de cette invitation ce matin. Alors je vais quand même peut-être commencer par rappeler quelques chiffres. Vous les connaissez tous probablement bien mieux que moi. Mais je voudrais en citer simplement quelques-uns, parce que je trouve ça toujours intéressant de rappeler, on ne le dit jamais suffisamment. Il y a près d'un cinquième de la forêt amazonienne qui a disparu en 50 ans. Et plus largement, 129 millions d'hectares de forêt ont disparu en l'espace de 15 ans, entre 1990 et 2015. Ça représente près de 8 fois la superficie de la forêt française métropolitaine, et ça relève principalement de la production agricole et de l'élevage, dont un tiers est destiné à l'export. C'est là où je voulais en venir. C'est là où on ne peut pas continuer à dire qu'après tout, ce sont des questions de gouvernance, des questions sociales, des questions de développement économique qui ne nous concernent pas et qui sont loin de chez nous. La communauté scientifique, d'ailleurs, n'a de cesse de nous alerter sur les conséquences d'une telle perte de nos forêts, que ce soit sur le climat de la planète, bien sûr, aussi sur la diversité naturelle, et de plus en plus on fait le lien entre les deux. Pour vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est tout à fait naturel de faire ce lien entre les deux. Moi, il m'arrive encore de me battre beaucoup dans les instances internationales pour montrer qu'en fait, on ne réglera pas la question climatique sans prendre à bras-le-corps la question de la préservation de la biodiversité. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Mais croyez-moi, c'est pas facile, même quand on regarde les flux budgétaires en interne ou les lignes de crédit, il y a encore beaucoup la ligne climat, émissions de CO2 d'un côté, et de l'autre, la ligne petits oiseaux. Je caricature, mais c'est un petit peu comme ça que c'est vu et que c'est pris. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, pour pousser plus que jamais à ces changements de mentalité qui doivent se traduire ensuite dans les réalités politiques et de politique publique des États. Et ça, c'est difficile. Mais il ne faut rien lâcher néanmoins. Ce phénomène d'ampleur mondiale qu'est la déforestation semble progresser de manière inéluctable. C'est aussi ça qui parfois peut emmener certains à baisser les bras. Et pourtant, il pourra être enrayé que par la prise d'engagements forts et surtout d'engagements communs. Et je voudrais vraiment insister là-dessus, sur le fait que nous avons cette responsabilité collective et que malheureusement, même si nous poussons aussi fort que nous pouvons, et je vais y revenir, la France ne peut être seule à la manœuvre au niveau européen. Nous avons besoin d'embarquer tous les autres États. Vous avez peut-être suivi certaines de nos interventions, certains de mon travail même avec certains de mes homologues ministres de l'Environnement européens. Nous essayons de mettre sans cesse cette question sur le tapis et au cœur des discussions. Nous devons être nombreux, unis, pour inverser cette tendance et atteindre ce seuil de totale irréversibilité. C'est ça la difficulté des politiques publiques climatiques aussi auxquelles nous devons faire face en ce moment. En tout cas, ce que nous essayons d'atteindre, et ce qui est particulièrement difficile, c'est cette notion d'irréversibilité, le fait qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Que ce soit une série de cliquets qu'on doit enclencher pour que, au-delà des responsables politiques, on ait suffisamment avancé, suffisamment cranté de choses pour que ça devienne irréversible. Et c'est une vraie priorité dans le domaine de la déforestation, de la lutte contre la déforestation. C'est pour ça que je salue à ce titre la publication de la Commission européenne qui vise à renforcer l'action de l'Union européenne pour la protection et la restauration des forêts de la planète et qui vient d'être évoquée. Je veux y voir un signal politique fort sur la volonté sans faille de rappeler la responsabilité de l'Union européenne. Parce que nous ne nous voilons pas la face, même si ça a commencé à émerger vraiment dans le débat public au moment des incendies de cet été, la consommation de l'Union européenne représente plus du tiers de la déforestation qui est liée au commerce international de produits agricoles. C'est ça la réalité, donc nous avons une responsabilité collective, donc nous ne pouvons pas continuer à nous mettre la tête dans le sable. La France elle-même a depuis plusieurs années pris la mesure du défi qu'on doit relever. Elle s'est engagée dès 2014 en signant la déclaration de New York sur les forêts. Et en tant que membre du partenariat pour les déclarations d'Amsterdam, signée en 2015. Au niveau national, le gouvernement a publié une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
Cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, nous la partageons avec certains de nos homologues européens. Nous ne voulons plus qu'il n'y ait que la France qui mène ce combat-là au niveau européen. Elle vise, cette stratégie, à mobiliser tous les acteurs de la société et surtout, de façon importante, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, pour mettre fin, d'ici 2030, à la déforestation dont nous sommes collectivement responsables à travers les produits importés que nous consommons. En cohérence aussi avec nos engagements. La France porte des positions ambitieuses sur la déforestation dans les enceintes internationales. Vous avez vu que c'était probablement, vu que c'était le cas au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York la semaine dernière, pendant laquelle la France a annoncé qu'elle mobiliserait 100 millions d'euros pour la forêt amazonienne. Et au-delà de ça, qu'elle voulait mobiliser et jouer un rôle en Amérique latine sur cette forêt amazonienne, parce que nous avons une responsabilité avec la Guyane, parce qu'aussi beaucoup d'États, face à certains dirigeants comme Bolsonaro ou comme Trump, je crois qu'il faut les citer, beaucoup attendent de la France. Et oui, je le maintiens. J'entends parfois que nous faisons des grands discours à l'international. Je maintiens l'importance aussi de ces grands discours. Ils sont mobilisateurs. Parce que, certes, il y a des grands discours, mais quand vous faites un grand discours, vous mobilisez la communauté scientifique, la communauté des entreprises privées, et dans une certaine mesure aussi la communauté des ONG. Parce que s'il n'y a plus personne pour porter le flambeau, si alors on peut bafouer l'accord de Paris d'un revers de main, ça donne des pertes d'espoir. C'est ça la réalité. Et quand on perd l'espoir, alors on n'a plus envie de faire, on n'a plus envie d'avancer. Donc oui, la France doit continuer à être à l'offensive, parce que nous avons une légitimité avec l'accord de Paris. Cette légitimité-là, elle nous est propre. Ne pas l'exploiter, ne pas mobiliser sur cette base-là, ce serait criminel. Et donc c'est exactement ce à quoi nous nous attachons. Et j'y reviendrai. Le président de la République a en effet rappelé l'importance d'assurer une cohérence. C'est ça la plus grande des difficultés pour nous, responsables politiques. C'est la cohérence. C'est de se dire, il n'y a pas un silo dans lequel on préserve la planète et la biodiversité. On lutte déjà suffisamment pour, je vous le disais, unir biodiversité et lutte contre le réchauffement climatique et en faire les deux faces d'une même pièce, mais pour en faire véritablement le socle de toutes nos politiques publiques. Et c'est très compliqué, c'est difficile. Mais c'est exactement ce à quoi nous nous attachons de faire. Alors on est dans cette période de transition. Parfois, et c'est jamais suffisant, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et regardez par exemple au niveau européen, là-dessus aussi la France est tout à fait pionnière en matière de développement, en tout cas en matière de travail, de réforme sur les accords commerciaux. Sur le CETA, nous avons mis en place notre plan de sauvegarde. Sur le Mercosur, nous n'irons pas plus en avant sur ces questions-là. Et plus globalement, nous allons continuer d'imposer, de tout faire pour imposer ces normes environnementales dans la signature des accords commerciaux. Ce ne sera pas parfait du premier coup, et c'est pas parfait du premier coup. On l'a vu avec le CETA, par exemple. Mais il faut bien commencer à un moment. Et on est dans cette période de transition où on doit intégrer, on doit retourner les choses en mettant comme socle et comme principe de base le social et l'écologique, parce que ce sont les deux grandes crises du XXIe siècle. Le président de la République a aussi annoncé des objectifs d'action structurant la tâche immense qui est la nôtre aujourd'hui et collectivement, à savoir la préservation de la biodiversité dans la gestion des aires protégées et notamment la lutte contre l'abattage illégal avec une coopération transfrontalière qui soit efficace, plus efficace. Un travail de fond avec l'industrie agroalimentaire pour encourager les produits qui sont issus de pratiques agricoles durables, qui incluent des approches comme l'agroforesterie ou la certification territoriale. La gestion aussi durable des sols et des forêts en concertation avec les populations locales et les acteurs de terrain. La promotion des pratiques et des savoirs traditionnels dans lesquels se trouvent déjà de nombreuses solutions. Et enfin, cinquièmement, un objectif absolu de rapidité d'action qui est requise par l'urgence de la situation. Par sa stratégie nationale, la France s'implique dans le dialogue avec tous les États producteurs, y compris ceux d'Asie du Sud-Est, où se trouve aussi un des principaux bassins forestiers tropicaux de la planète. Dans un tel contexte, d'ailleurs, je voudrais vraiment à nouveau remercier les organisateurs de cette journée.
Fern et Coordination Sud, d'offrir à tous les participants un temps d'information, d'échange sur ces deux thèmes qui sont très étroitement liés, les efforts en matière d'émissions de gaz à effet de serre et la forêt. Je ne vais pas y revenir, je l'ai suffisamment dit. Merci encore. Et comme le signale d'ailleurs le dernier rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres, le secteur foncier a un rôle absolument crucial à jouer dans l'atténuation et l'adaptation pour atteindre les 1,5 degrés. Dans son article 5, d'ailleurs, l'accord de Paris reconnaît l'importance de ces terres, y compris les forêts. Il renouvelle l'engagement qui a été pris dans la Convention de 1992 de conserver et d'améliorer les puits et les réservoirs de carbone. Les parties sont pleinement conscientes de l'importance de l'agriculture et des forêts, qui représentent dans près de 3 contributions déterminées nationalement à l'accord de Paris, elles sont présentes dans 3 sur 4. Je sais qu'il y a beaucoup de défis qui persistent. Je sais qu'il y a beaucoup d'engagements qui sont pris. Comment est-ce qu'on les matérialise ? Et là, je voudrais aussi insister là-dessus, sur la démarche du One Planet Summit. Je sais que parfois, certains, je ne sais pas, et je pourrais croire qu'il y a un certain scepticisme. Mais nous, notre objectif, il est quoi ? En tant que pays hôte de l'accord de Paris, qu'est-ce qu'on veut ? On veut le rendre irréversible, cet accord de Paris. Alors certes, il y a les discours, mais derrière, il y a la réalité des faits. Comment est-ce qu'on fait ? On réunit, coalition par coalition, on identifie les secteurs qui sont les plus nocifs pour la planète et on leur demande de prendre des engagements qui sont très forts et de les prendre publiquement. Et l'objectif, c'est pas on prend quelques-uns et on leur demande de prendre des engagements. Secteur par secteur, par exemple le secteur textile, par exemple le secteur de la climatisation, par exemple le secteur de la pêche, et on leur demande de prendre des engagements très très forts qui représentent et qui rassemblent 25% des acteurs d'un secteur. Parce que quand il y a 25% des acteurs d'un secteur, alors il y a un effet de seuil. Quand il y a 25 à 30% des acteurs, par exemple dans le monde de la mode, alors à ce moment-là, et du textile, alors à ce moment-là, et pourquoi je le cite ? Parce que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Parce qu'ils ont un impact sur la déforestation qui est absolument majeur. Quand il y a 25 à 30% des acteurs, alors les acteurs restants, les 75% restants, ils n'ont plus d'excuses. Puisqu'il y a 25 à 30% des entreprises qui se sont désengagées, celles qui ne veulent pas s'engager, c'est qu'elles ne veulent pas le faire. Et les États, ils n'ont pas d'excuses non plus. Parce que s'il y a 25 à 30% des entreprises qui s'engagent, si la législation ne change pas, c'est que fondamentalement, il y a un manque de volonté politique des États. Et donc, on essaye de retourner la logique. Au lieu de passer systématiquement par des logiques qui sont étatiques, qui feraient qu'on tomberait parfois sur des oppositions, comme avec Bolsonaro, comme avec Trump, eh bien, nous contournons les choses et nous essayons de faire pression par ceux qui font, par les acteurs, qui aujourd'hui, eux, quand ils prennent des engagements, il faut que les ONG vérifient. Il faut que les ONG s'engagent elles aussi, au-delà du plaidoyer politique qui est important, mais à faire le boulot un peu moins drôle, d'aller contrôler tout ça. Parce que c'est plus facile de dénoncer que de vérifier vraiment très dans le détail comment ça avance. Et c'est ce qu'on a fait par exemple en France avec le pacte national sur les emballages plastiques. Il y a plusieurs ONG, il y a WWF, Tara Expedition Foundation et la MacArthur Ellen Foundation. Ensemble, ils vont vérifier très régulièrement, en dehors de l'État et des entreprises, l'état d'avancée. Je peux vous dire que les entreprises, comme nous d'ailleurs l'État, on craint plus les réflexions et le travail de ces ONG-là que quoi que ce soit d'autre. Donc n'attendons pas tout des États. Les États doivent impulser. Et je crois que c'est vraiment un travail qui est collectif. Ce n'est pas du tout pour enlever notre part de responsabilité. La part de responsabilité des États est absolument immense. Bref, je crois que je suis bien trop longue et je voulais juste conclure bien fort en disant qu'il y a énormément de défis qui persistent pour tous les pays. Comme par exemple la prise en compte de manière quantitative des puits de carbone forestiers. Comment est-ce qu'on calcule ça dans ces contributions ? Par exemple aussi, je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour aider les parties à mieux intégrer le secteur foncier dans leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles doivent être quantifiées et ça doit être plus ambitieux. Il est donc plus que jamais d'actualité d'allier ces deux sujets. Et je vous demande s'il vous plaît, je sais que je prêche plus que des convaincus, mais de rien lâcher parce que l'année qui s'ouvre là, avec la France qui a le congrès mondial de l'IUCN à Marseille, avec ensuite la COP15 en Chine, nous avons là une fenêtre de tir qui ne nous arrivera pas deux fois. De rapprocher ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui très bien, et merci encore, le CO2, la lutte contre les émissions de CO2 et la préservation de nos forêts,
Et deuxièmement, de pouvoir sortir des mesures quantifiables qui parlent à tout le monde et qui rendent les États et les entreprises redevables, avec des ONG qui prennent leurs responsabilités au-delà du plaidoyer politique. C'est ça l'objectif, c'est ça la méthode que nous devons faire ensemble. On doit être tous axés sur cet objectif commun. Sinon, alors, on retombera sur les mêmes problèmes et je peux revenir vous faire le même discours dans 2 ans. Merci beaucoup en tout cas.